Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la Société marocaine de neurologie, professeur Asmani, d'avoir invité l'ANAM à prendre part à cette table ronde portant sur un sujet très important qui est la sclérose en plaques. Mais avant de commencer, en tant que représentante institutionnelle de l'Agence nationale d'assurance maladie qui continue toujours son activité et dans le cadre de justement de la continuité de service et avec un esprit de loyauté à cette institution, je ne peux pas laisser passer une diffamation déclarée par professeur Slessi avec tout le respect que je vous dois. Ce type de déclaration est grave du fait qu'on nous remboursons sur la tête du client et qu'il laisse entendre qu'il y a le favoritisme. Surtout dans les couloirs, mais le dire comme ça, en présentation devant tout le monde. Je rappelle qu'il s'agit d'une procédure collégiale, une procédure réglementaire et traçable via l'application Shikeya. Donc aujourd'hui, c'est ça, elle couvre un dossier sociétal qu'elle continue toujours à assumer dans une conjoncture que vous connaissez tous vers une transition vers la haute autorité de santé qui va capitaliser sur ce qui a été fait pour améliorer toujours dans un esprit d'amélioration de la procédure et de l'accès aux soins infinis. Et donc, on a l'impression qu'on méconnaît on ignore le fonctionnement de toute une institution et surtout l'équipe qui est derrière mobilisée et engagée. Donc, on ne rembourse pas à la tête du client, on rembourse à la tête du dossier complet avec rapport coût-efficacité favorable. Donc, je voulais quand même tirer au clair ce point. Donc, dans ma présentation, une petite introduction et je vais donner un zoom sur l'état des lieux de la couverture médicale de base, chose qui a été, je pense, partagée avec, c'est-à-dire déjà présentée par mes précédents orateurs. Et un petit zoom sur les maladies chroniques, les enjeux, les prises en charge et les outils de régulation dans ce champ, dans ce sens. Et on va zoomer beaucoup plus sur les médicaments innovants dans la prise en charge de la sclérose en plaques, quoique la prise en charge de la sclérose en plaques dans sa globalité, c'est pas uniquement un traitement médicamenteux, mais c'est toute une offre de soins à la fois médicale, sociale et économique. Donc, comme vous le savez, la couverture médicale universelle, c'est un engagement du Maroc et vous avez vécu l'évolution de cette protection sociale depuis, c'est une progression vers une protection sociale et généralisée sous les hautes orientations royales de Sa Majesté. Pour élargir justement progressivement l'accès aux soins à toute la population et renforcer la sécurité pour les différentes catégories de la population, partant d'un certificat d'indigence et depuis l'avènement de l'assurance maladie en 2005 et le régime de Ramed en 2013 qui a été, dont les ramédistes, les ex-ramédistes, la population a basculé vers le régime Hamoud Sadamoun, et puis la Mouchamil, ce régime qui est venu pour proposer une assurance médicale fondamentale à ceux capables de contribuer financièrement sans pour autant qu'ils soient c'est-à-dire qu'ils ont une activité professionnelle rémunérée. Donc, chaque étape, elle a joué un rôle très important dans l'élargissement de la protection sociale au Maroc, favorisant un système de santé plus inclusif et juste. Par rapport à la sclérose en plaques, elle fait partie d'une affection, c'est une affection de longue durée, et donc c'est un acquis dans la mesure où, depuis l'avènement de l'assurance maladie, le dispositif des affections de longue durée a été mis en place, justement pour assurer une prise en charge optimale des soins délivrés aux patients qui souffrent de ces pathologies prolongées avec une thérapeutique particulièrement coûteuse. Et c'est acquis par le principe du fait que ça ouvre le droit à l'exonération du reste à charge et par conséquent, ça conditionne la jeunesse des dépenses par les caisses avec des taux bien évidemment différents entre les deux caisses, CNOPS et CNSS. Et ce mécanisme mis en place, c'est une consécration de la mission principale de l'ANAM qui consiste à assurer l'encadrement technique et de l'assurance maladie et veiller à la mise en place des outils de régulation selon les dispositions législatives. Et je pense que c'est pas la bonne version.
Ah non, je retourne en arrière. Donc, un petit rappel disposition réglementaire, c'est que c'est par référence à la loi 65/12 et ses textes d'application, que plus précisément, la fixation des conditions d'octroi de cette exonération, c'est par rapport à l'article 9. Cette liste ALD est arrêtée en considération de la fréquence de la maladie, prévalence ou incidence, de sa gravité en termes d'incapacité, de comorbidité, d'invalidité, comme c'est le cas de la CEP dans quelques formes très actives, la chronicité de la maladie, la charge de morbidité et le coût de prise en charge. Donc ça a généré une liste de 41 ALD qui répondent à ces critères fixés par l'article 9 du décret de 633 mais par rapport à certaines maladies rares ou chroniques, il y a le remboursement à titre exceptionnel qui a été prévu par le législateur, par l'organisme gestionnaire sur proposition du contrôle médical et après avis de l'ANAM. Donc le panier de soins, l'AMO assure une prise en charge d'une grande partie des traitements nécessaires aux affections de longue durée. Et là, je zoome sur la partie de la sclérose en plaques qui fait partie des maladies neurologiques, qui donne lieu à une exonération tant qu'elle figure sur la liste. Donc, elle donne le lieu à une exonération partielle ou totale du reste à charge. Juste pour dire que par rapport à la CNSS, c'est-à-dire le panier de soins a connu d'une manière progressive l'introduction et cette exonération depuis 2008 jusqu'à, c'est-à-dire la dernière liste avant 2013. Avec un taux qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est amélioré, qui passe de 70% à 99% selon le type d'affection de longue durée, et une exonération à 100% par la CNOPS quand il s'agit du traitement médicamenteux. Donc, ce principe d'exonération, c'est pour moraliser le risque en sensibilisant l'assuré sur l'engagement des frais, en lui faisant supporter une partie des dépenses, et le ticket modérateur ne doit pas constituer un obstacle financier à l'accès aux soins. Donc, et le critère, c'est le montant qui reste à la charge de l'assuré. Il est en fonction de l'importance du coût moyen annuel du traitement de l'ALD, tout en étant plafonné. Donc, la régulation du médicament et de remboursement, comme vous le savez, pour définir la liste des médicaments remboursables, nous avons 2 circuits de remboursement. Un remboursement, c'est la liste additive des médicaments liquides, des médicaments remboursables, qui est mis à jour en fonction, à la lumière des avis des 2 commissions instaurées à cet effet, à savoir la commission de transparence et la commission économique et financière des produits de santé, qui est venue qu'en 2014, justement, tellement on est conscient de l'impact de l'introduction de ces médicaments sur l'équilibre financier, en tenant bien évidemment compte des capacités financières. Et le deuxième circuit, c'est que l'ANAM qui fait appel à l'avis médical des médecins experts et non experts, des médecins experts et des réunions de concertation pluridisciplinaires qui statuent sur les dossiers de réclamation déposés par les assurés à l'ANAM en relation avec les ALD. Donc, c'est-à-dire cette exception, elle fait en sorte c'est-à-dire, elle a été, on va dire, cette brèche réglementaire a été réglementée, on va dire, sur le plan organisationnel. On a doté la commission de transparence par cette mission qui statue sur les médicaments non commercialisés ou bien les médicaments inscrits hors indication d'AMM. En plus, bien sûr, des réunions de concertation disciplinaire. Et les dossiers sont traités suite au rejet des organes gestionnaires, conformément à l'article 30 de la loi. Donc, on applique la réglementation et les conclusions des médecins experts des commissions s'imposent aux 2 parties, à savoir assurés et organismes gestionnaires. Un petit zoom sur la population, et ça a été déjà, c'est-à-dire évoqué par mes précédents orateurs, c'est que on est, selon les comptes nationaux de la santé, les derniers 2022, un taux de couverture de la population de 85,4% et que la CNSS qui reste le principal assureur en 2022 avec environ 18 millions,8 bénéficiaires, dont 9,7 millions sont couverts par le régime SADAMON. Donc ce chiffre, il marque une progression significative par rapport à 64 enregistrés en 2018, donc sous les hautes orientations royales de Sa Majesté pour justement qui appelle à une
un élargissement de la couverture médicale de base à toute la population avec équité et universalité. Donc, c'est à témoin les efforts déployés pour élargir l'accès aux soins et renforcer la protection sociale dans le pays. Ça appelle à la consommation. Donc, cette nouvelle population a recours à des soins, a recours aux médicaments, a recours aux analyses médicaux, aux actes, et bien évidemment qui présentent des enjeux de soutenabilité financière face à la croissance des dépenses, des enjeux d'équité. On partage le même souci d'accès entre patients selon le régime, un souci de rationalisation de la prescription, parce que il y a des médicaments qui ont un SMR par exemple, ils ont des indications d'AMM, mais le SMR il est fort dans une et faible dans d'autres, ou bien ce médicament il est prescrit en deuxième ligne, c'est pas le médicament qui est prescrit en troisième ligne, et en l'absence c'est-à-dire d'un système national d'information intégré qui permet un contrôle minutieux médical, c'est-à-dire peut-être il y aura des retendances de prescription de la troisième ligne à la place de la première ligne, ou des niveaux de SMR comme j'ai dit et les niveaux de QALY, ce sont des indicateurs très importants pour la rationalisation de la prescription et la mesure de l'efficacité réelle, parce que afin d'orienter les décisions de remboursement aujourd'hui, comme vous le savez, et partout dans le monde, tous les pays aujourd'hui en voie de développement, ils s'appuient sur, en plus du QALY, du DALY, de tous ces indicateurs pharmaco-économiques sur la vie réelle. Est-ce que ce traitement, c'est en confrontation avec les essais cliniques, effectivement, il permet une augmentation de la survie globale de 7% versus le comparateur ou pas. Donc, et c'est des contrats de performance qui ont montré leurs preuves, et tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, c'est-à-dire les parties prenantes, le patient, le laboratoire, les caisses. Donc, c'est vrai que le tableau je voulais juste vous dire que il y a la répartition de la population touchée par au moins une ALD, dont au moins un dossier a été liquidé par le type d'ALD. On voit ici la sclérose en plaques avec une augmentation de 333 à 900 entre 2014 et 2020. Donc, avec une évolution annuelle moyenne de 19%. Aussi bien et par rapport à la mot salarié CNSS, et de même, l'évolution est remarquable entre 2014 et 2020 par rapport à la CNOPS et la sclérose en plaques. La répartition des ALD par effectifs bénéficiaires et coûts moyens par bénéficiaire par le régime pour la mot CNOPS. On a souvent tendance à c'est-à-dire à vous présenter les fameuses 4 pathologies budgétivores que vous connaissez tous, qu'on a toujours l'habitude, Madame Risler, de vous présenter. Mais là, dans les derniers rapports, on ne voit plus l'insuffisance, le diabète et l'hypertension artérielle, et l'IRCT qui est justifié par la comorbidité de l'HTA et le diabète, une fois associé, non suivi, non traité, donc ça finit par une IRCT. Et les tumeurs malignes, mais là aussi, on voit la sclérose en plaques qui commence à faire partie des affections de longue durée les plus budgétivores, dont le coût moyen pris en charge par l'AMO est 78 886 dirhams à la CNOPS et 73 521 dirhams à la CNSS. La répartition, là aussi, la proportion de la population a évolué de 19% chez la CNSS pour chacune de ces 2 ALD, à savoir le syndrome néphrotique et la sclérose en plaques. L'évolution des dépenses ALD et leur part dans les dépenses totales pour les étudiants, là, ça m'a interpellée. Parce qu'on voit que la population, comme vous l'avez bien souligné, professeur, la population jeune, elle est touchée. Donc, chez les étudiants, la sclérose en plaques représente déjà les 4 pathologies s'accapareront 63,6 du montant total des dépenses liées aux ALD au profit des étudiants, la sclérose en plaques avec 13,4%. Quels sont ces outils de régulation à la lumière de tout ça? Donc, il y a 4 paramètres à travers lesquels on peut agir pour réguler tout ça, agir sur la demande de soins, agir sur et avec les professionnels de santé,
dans un esprit de concertation et un esprit de construction. C'est pourquoi on est là aujourd'hui pour vous écouter, palper les doléances de la voix du patient, ici l'association présente, et toute la communauté scientifique pour travailler main dans la main et remonter ce qui est, c'est-à-dire cette doléance au service concerné. Agir sur la demande de soins par la prévention, le parcours de soins coordonné, la gestion justement de ces ALD, peut-être revoir les critères d'admission en ALD, agir sur et avec les professionnels de santé à travers la nomenclature des actes, à faire les protocoles thérapeutiques. Et là, on va zoomer un petit peu sur le protocole thérapeutique. Encadrer les établissements de soins à travers le SNIGI, la carte sanitaire, le schéma régional de l'offre de soins et encadrer les produits de santé à travers la liste, le remboursement des médicaments via deux commissions CTCFPS, la nomenclature des médicaments, l'AME et la fixation de prix. Je ne sais pas s'il y a parmi nous aujourd'hui les représentants du ministère de la Santé parce qu'il y a beaucoup de choses sur ce volet. Protocole thérapeutique. Les protocoles thérapeutiques, constituent la pierre angulaire en matière d'encadrement de la pratique et ça aide à prévenir l'inflation des admissions en ALD, mais aussi c'est un processus qui est cadré moyennant une convention quadripartite entre le ministère de la Santé, le CNOM et la SMSM et l'ANA, ayant pour objet d'élaborer la diffusion de ces protocoles. La CEP fait partie de la nouvelle liste des 28 protocoles, objets d'élaboration qui ont été choisis en concertation avec les parties signataires sur la base d'une démarche bien définie qui repose sur beaucoup de critères. Et la CEP, vu le nombre de réclamations sur les médicaments. Donc ces réclamations constituent pour nous c'est-à-dire une source d'entrée de données pour c'est-à-dire ça fait partie des indicateurs, on va dire, c'est pas aussi uniquement les indicateurs économiques, mais les réclamations font partie des indicateurs de prise de décision. Donc la CEP a été et la commande a été faite et je vois aussi la présentation du livrable. Ça fait plaisir. Donc, c'est un outil privilégié de maîtrise médicalisée des dépenses. Donc, ça témoigne l'engagement de la société savante mandatée pour élaborer et la communauté scientifique qui est derrière, afin de rationaliser la prescription médicale, sachant que ces protocoles, comme vous l'avez bien présenté, professeur, répondent à une charte de qualité et une méthodologie rigoureuse qui n'est pas choisie comme ça, justement qui va servir par la suite à la formation continue, mais au contrôle médical pour nous, parce que quand le médicament, vous dites le médicament, par exemple, dans cette indication, dans ce cas clinique, avec les niveaux de preuve, grade A, B, C, donc vraiment ça donne une notoriété au protocole thérapeutique. Les protocoles thérapeutiques déjà validés par la décision du ministère de la Santé sont au nombre de 14. Et on continue c'est-à-dire dans l'élaboration des nouvelles 28, on commence à recevoir les premiers livrables dans d'autres pathologies. Le parcours de soins coordonnés, là aussi c'est un projet très important. Les parcours de soins coordonnés, les affections de longue durée, tous nécessitent un parcours de soins coordonné. Je vous apprends rien, ayant pour objet d'éviter le nomadisme médical, la multiplicité, la redondance des examens, permettent une maîtrise médicalisée des dépenses et permettent aussi d'orienter vers le bon interlocuteur en vue de gagner en efficacité et en qualité de soins. La convention tiers payant. Là aussi, c'est une modalité de remboursement qui est très importante, qui a pour objectif de dispenser l'assuré des frais engagés. Donc, il sera exonéré de l'avance des frais des médicaments. Donc, c'est une liste, c'est vrai que depuis 2016 n'a pas été une liste restreinte de 86 médicaments, qui a remplacé la liste ancienne qui a commencé par 24 ou 28 médicaments, pas par manque de réactivité, mais c'est-à-dire on va dire quelques freins
d'ordre d'intérêts divergents ou bien, c'est-à-dire des enjeux ou de part et d'autre des parties prenantes concernées, et beaucoup plus par rapport à la soutenabilité financière, parce que l'avance des frais, ça fait augmenter les dépenses des assurés, mais c'est une liste qui a été mise à jour et a aujourd'hui atteint les plus de 300 médicaments. Le projet actuel atteint les plus de 300 médicaments, y compris les médicaments de la sclérose en plaques, avec un principe, les principes, les critères d'admission à cette liste vont être revus, parce que le critère était le PPV supérieur à 1000 dirhams. Or, par exemple, il y a une facture, c'est-à-dire un médicament, une facture qui peut nécessiter 2-3 médicaments qui sont supérieurs à 1000 dirhams dans la même pathologie. Donc, cette première liste a déjà intégré les interférents bêta 1, bêta B recombinants, mais elle compte, le projet a déjà inclus certaines innovations déjà qui ont obtenu le remboursement, parce que déjà un deuxième critère pour que le médicament soit dans la liste du tiers payant sont déjà intégrés. Donc, et le but aussi, non seulement de dispenser l'assuré de l'avance des frais, mais aussi de réduire le reste à charge qui ne cesse d'évoluer. Les médicaments de la sclérose en plaques, donc je vous apprends rien, les différents types de traitement de fond de la CEP, et c'est une maladie inflammatoire auto-immune qui affecte le système nerveux central. Et quels sont les traitements de la sclérose en plaques? Donc, on a vu que au cours de des 20 dernières années, on va dire, si je me reviens vers il y a pratiquement avant 2020, donc déjà il y a 6 ans, j'étais interpellée pour justement parler sur ces médicaments. Nous n'avons pas encore l'introduction de nouveaux médicaments immunosuppresseurs et immunomodulateurs dans la liste des médicaments remboursables. Et tout le monde était, c'est-à-dire présente des frustrations par rapport à la disponibilité uniquement du remboursement des interférents qui ont, c'est-à-dire sont dépassés, malgré le fait que ils sont c'est-à-dire ils gardent encore leur place dans la stratégie thérapeutique, ne serait-ce qu'en première ligne dans certains cas cliniques. Mais il y avait la frustration. Mais après, il y avait l'introduction de ces immunomodulateurs, immunosuppresseurs. Et puis, en 2020, il y a eu l'introduction de 3 ou 4 molécules importantes en immunomodulateurs et immunosuppresseurs. Le traitement de fond de la sclérose en plaques, je vous apprends rien, de la thérapie de reconstitution immune, l'immunosuppression chronique, les traitements et les immunomodulateurs, à savoir les interférents qui sont remboursés, les interférents pégylés bêta 1A et bêta 1B, la terriflunomide qui est remboursable, et le nouveau traitement qui est l'acétate de glatiramer, qui est encore d'étude par les instances d'évaluation. L'immunosuppression chronique assurée par la nouveauté, par le mitoxantrone qui est remboursé, natalizumab remboursé, fingolimod, l'ocrelizumab et l'ofatumumab en cours, la cladribine sous forme orale est en cours, et sachant que des limites, c'est-à-dire chaque molécule est indiquée dans un cas particulier, je vous apprends rien. Donc les traitements actuels de la CEP très active, natalizumab remboursé, fingolimod remboursé, un nouveau produit qui est l'alintuzumab, pas encore, je pense même pas que le dossier nous a été saisi, et l'ocrelizumab. Donc voilà. Les traitements des poussées de sclérose en plaques qui visent à atténuer l'inflammation du système nerveux central. Ils reposent sur des perfusions intraveineuses de corticoïdes sur une courte période. Pratiquement tous les corticoïdes sont remboursés aujourd'hui. Et des traitements symptomatiques non spécifiques qui permettent de traiter les symptômes qui subsistent après une poussée et diminuent la qualité de la vie quotidienne. On a certains myorelaxants, des antispastiques dont le baclofène et le dondrolène qui sont remboursés et qui sont indiqués dans les contractures douloureuses qui accompagnent la sclérose en plaques. Sachant que
c'est-à-dire malgré cette volonté d'introduire sur des médicaments dans la liste des médicaments remboursables, la part du dépense des médicaments ne cesse d'évoluer, passant de 31% rien qu'avant l'arrêté de 2020 à 35,4% des dépenses, de plus en plus avec les médicaments innovants, et 1%, ça se chiffre avec des milliards et des millions. Donc vu que de par notre mission de veiller à l'équilibre entre les ressources et les dépenses pour chaque régime d'assurance maladie de par la loi, donc il y a eu une action préliminaire depuis 2016 et par la suite pour proposer une nouvelle approche pour le remboursement des médicaments innovants. Les études de benchmark ont montré qu'aujourd'hui la révision sur c'est-à-dire le remboursement sur le prix facial pour certains médicaments a montré ses limites, vu les limites de l'effet de benchmark, mais elle était dans un certain moment, c'était la seule piste opérationnelle sur les plans techniques, organisationnels et réglementaires, mais pensez au remboursement conventionnel, prix volume, ristourne, contrat de performance avec des conditions financières bien définies, quitte à fixer un objectif national de dépenses annuelles pour les médicaments, comme ce qui se fait en France, l'ONDAM, ou bien l'OBG en Belgique, et ou bien mettre en place les programmes d'accès patient, unité achetée, unité gratuite. J'ai fait un petit tour je vous apprends rien, c'est les recommandations de la AS et les sociétés savantes. Il y a un plan de maladies neurodégénératives de 2014 à 2019. C'est des recommandations justement qui visent à répondre aux besoins et aux attentes des patients vivant avec une CEP et leurs proches améliorés. Donc les recommandations c'est un appel pour vous dire que au-delà d'un protocole thérapeutique, pensez à mettre en place un guide médecin sur la sclérose en plaques, un guide patient surtout, vivre avec une sclérose en plaques qui accompagne le guide médecin et qui peut être un bon support de dialogue. Et le plan de maladies neurodégénératives. D'ailleurs, votre société a été justement mandatée pour élaborer les protocoles en plus de la sclérose en plaques sur le Parkinson et les maladies neurodégénératives. L'action de l'OMS aussi, en 2022, voilà le plan mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031. L'Assemblée mondiale en 2022 de la santé a approuvé ce plan d'action mondial intersectoriel qui vise à surmonter justement les difficultés à combler les lacunes liées à la prestation de soins et d'autres troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques partout dans le monde pour permettre une réponse globale et coordonnée. Parmi les actions, l'OMS aide également les pays à prendre en charge la CEP à travers son travail en vue d'inclure les médicaments contre la sclérose en plaques dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Je ne sais pas qui a parlé de cette action tout à l'heure. Et sa collaboration avec la société civile, notamment la Fédération internationale de la sclérose en plaques sur les questions générales de plaidoyer. Par exemple, dans le cadre de la Journée mondiale de la sclérose en plaques, qui est fixé le 30 mai, et d'autres actions donc qui visent à renforcer les systèmes de santé pour améliorer les services de réadaptation pour les personnes atteintes de troubles neurologiques. Donc c'est une action multidisciplinaire qui vise à donc le fardeau de la CEP n'est pas seulement médical, mais aussi économique, social et éthique. D'où le rôle de l'évaluation des technologies de santé, qui est la mission de la Haute Autorité de Santé. Donc la Haute Autorité de Santé, elle a pour mission essentielle cette évaluation des technologies de santé, qui est une action multidisciplinaire qui va fédérer tout ce que nous avons discuté tout à l'heure. Donc, c'est pas des perspectives d'avenir parce que c'est une conclusion, parce que l'élaboration du protocole thérapeutique de la CEP, c'est-à-dire ça a été déjà commandé, on voit la réalisation. Mais ce protocole thérapeutique doit être opposable. C'est ce qu'on appelle les références médicales opposables.
mettre en place des modalités de mise à jour de ces protocoles thérapeutiques au vu de l'évolution rapide de la science, et veiller à la cohérence avec les autres outils de maîtrise médicalisée de dépenses, notamment le GMR. Donc, parce qu'on ne peut pas avoir une médecine à deux vitesses différentes, il faut qu'il y ait une cohérence entre les référentiels et les normes médico-techniques. Prioriser les protocoles thérapeutiques, bien évidemment, relatifs aux pathologies les plus budgétivores, et c'est le cas de la CEP. On en voit, on a vu tout à l'heure les slides sur les postes-dépenses. S'appuyer sur les études pharmaco-économiques pour éclairer la décision de prise en charge et soutenir la décision de remboursement. Développer des guides patients, mise en place d'un registre national. Je ne sais pas si c'est-à-dire l'action est déjà là. Mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé, justement, pour avoir des données, bien évidemment, organisation des soins par les centres des centres de référents de la CEP. Je vous remercie.